Un petit voyou de rue devient un jour le parrain de l'Ontario. Durant 40 ans, Johnny Papalia impose le respect, mais en 1997, il est devenu paranoïaque et ses méthodes sont dépassées. Il est le dernier représentant d'une espèce en voie d'extinction et les vieux truands n'ont pas l'habitude de mourir paisiblement. Johnny Papalia, alias Johnny Pops, alias l'exécuteur, qui a déjà atteint les sommets du mont Interlope, tombe à quelques pas de son lieu de naissance sur Railway Street. Son histoire se termine à l'endroit même où elle a commencé. Le jour où Johnny Papalia vient au monde, 2 trafiquants d'alcool sont assassinés près de Railway Street. Johnny grandit durant l'époque trouble de la Prohibition, élevé par un père lui-même trafiquant d'alcool. Il est proche de sa famille, qui lui inculque les règles de base de la vie mafieuse, l'omerta ou la loi du silence, la vengeance et le meurtre. Il a connu plusieurs voisins et amis, et des amis de son père aussi, qui ont un jour ou l'autre mystérieusement disparu, avant d'être retrouvés au fond d'un marais des environs avec une balle dans la nuque. Il y avait aussi des types qui étaient assassinés puis abandonnés en pleine agonie dans les bancs de neige, à quelques pas de chez lui. Le jeune garçon est entouré d'hommes violents. La notion de respect était omniprésente dans la vie de Johnny. Le fait d'appartenir au crime organisé n'y était pas étranger. Il n'a rien connu d'autre. Il a été élevé à la dure et a dû apprendre à se battre. Le destin d'une vie est influencé par les hasards et les fréquentations. Johnny a suivi les mauvaises influences, car les bonnes n'ont pas été nombreuses. Tony Poppa, le père de Johnny, est très respecté sur Railway Street, mais il ne dépasse jamais le statut de soldat de la mafia. Johnny Papalia adorait son père qui était tout pour lui. C'était tout naturel pour lui de suivre les traces de son père. Non seulement voulait-il faire comme lui, mais il voulait aller beaucoup plus loin. Il voulait que son père soit fier de lui et que le nom Papalia soit respecté. Le jeune Johnny souhaite ardemment se battre, mais plus souvent qu'autrement, il est confiné à un sanatorium. Il est atteint de tuberculose, une maladie qui s'attaque aux poumons. Son enfance est marquée par la maladie et l'isolement. Si son père lui sert de modèle et la rue de système d'éducation, son état de santé le hante et lui sert de motivation. Johnny n'était pas très grand. Je crois qu'à sa mort, il mesurait seulement 1,70 m. Mais c'était un gamin batailleur qui se défendait bien et qui faisait preuve de bravoure. Petit, batailleur et brutal. À sa sortie du sanatorium, Johnny forme une bande qui écume les rues et il entretient une réputation de truand en formation. Il décroche de l'école secondaire et part faire sa place à Toronto. Johnny avait donc pris la décision de faire sa vie dans le monde interlope, mais il ne savait pas encore dans quel type de crime. S'il pouvait gagner de l'argent, s'amuser et laisser libre cours à son agressivité, alors il était intéressé. Mais dans les rues sans pitié de Toronto, ce fils de trafiquant d'alcool découvre une nouvelle façon de faire fortune. Il s'est lié d'amitié avec un homme qui était le principal revendeur de drogue de la ville et est devenu l'un de ses revendeurs de rue.
Johnny s'est donc retrouvé les poches pleines de doses d'héroïne qu'il s'efforçait d'écouler dans les gares. Et cela n'a pas échappé à l'attention de la police. Tony Poppa vient rendre visite à son fils bon-arien et revendeur de drogue. Il s'est fait sérieusement réprimander par son père qui ne comprenait pas pourquoi il s'engageait dans des activités aussi insignifiantes. Johnny Papalia moisit en prison, condamné à 2 ans de pénitencier. À sa sortie, il ne cherche pas à se réhabiliter, mais plutôt à se perfectionner. Il se rend à Montréal, une ville dynamique qui est un véritable terrain de jeu pour la mafia. Il savait que ce qui se passait à cette époque à Montréal était beaucoup plus gros que tout ce qui pouvait se passer à Hamilton. S'il voulait devenir un mafieux de grande envergure, il devait fréquenter les bonnes personnes et apprendre ses leçons. C'est exactement ce qu'il a fait. Le monde interlope de Montréal est dirigé par une famille de New York. Le représentant de cette famille, Carmine Galante, est un psychopathe dont on dit qu'il a tué 80 personnes. Johnny s'est trouvé un mentor et il est décidé à l'impressionner. Il a laissé savoir à Carmine Galante et aux gens de Montréal qu'il était un homme qui avait été bien informé par son père à Hamilton et qu'il pouvait véritablement imposer le respect au sein du milieu montréalais. Johnny se joint à l'équipe des hommes de main de Galante, où il apprend les bases du monde mafieux. Son habileté à se faire respecter à l'aide d'un bâton de baseball lui vaut un nouveau surnom, l'exécuteur. Il avait la tête de l'emploi et ça fonctionnait avec les gens de son milieu parce qu'il avait vraiment un visage à faire peur. Et il en était très fier. Mais l'apprentissage de Johnny tourne court. Carmine Galante s'est trop fait remarquer et en 1955, il est expulsé du pays par la GRC. John Papalia retourne à Hamilton, plus déterminé et motivé que jamais. L'exécuteur n'est plus le petit voyou de rue qu'il était. Il s'est endurci et a pris confiance en lui. Et il est décidé à mettre en œuvre dans les rues de l'Ontario ce qu'il a appris à Montréal. Durant les années 50, le monde interlope de Hamilton est en transition. L'âge d'or de la contrebande d'alcool, à l'époque de Tony Papalia, est terminé. L'argent se trouve désormais dans la prostitution, dans le prêt à usure et dans le jeu, qui est maintenant le vice par excellence. Il y a de grandes similitudes entre l'époque de la Prohibition et cet âge d'or du jeu. Les deux périodes ont vu l'émergence d'activités illégales simples qui étaient en demande dans la population. Les gens ordinaires devaient donc visiter le monde interlope afin de pratiquer ces activités qui pour eux n'étaient pas des délits très importants. Des tripots de rue aux casinos clandestins en passant par les courses de chevaux, l'argent du jeu représente 2 milliards de dollars par année à la fin des années 50 et John Papalia veut sa part du gâteau. Il n'avait pas la langue dans sa poche, il savait l'utiliser. Papalia se montre la nuit venue. Charismatique, il fait la fête et dépense beaucoup d'argent. Il devient connu sous le nom de Johnny Pops. Toutes sortes d'hommes d'affaires respectables et fortunés venaient dans les clubs et ils adoraient ça. Ils aimaient l'action, ils aimaient pouvoir se frotter à ces types dont ils voyaient les noms dans tous les journaux. Bien sûr, les gars de la mafia étaient gentils avec eux parce qu'ils voulaient leur piquer leur blé. Ceux qui perdaient beaucoup d'argent pouvaient se consoler en s'amusant avec de superbes poupées. Il y avait beaucoup de pognon dans l'air et tout le monde y trouvait son compte. On peut presque dire que c'était une époque très heureuse.
Mais le plus important, ce sont les affaires. John Papalia dirige le jeu, il le domine et en fixe les règles. Et lorsque cela s'avère nécessaire, il fait appel à l'exécuteur pour faire appliquer sa volonté. Il s'est rendu compte de tout l'argent qui se faisait. Et là, nous parlons de parties au cours desquelles jusqu'à 160 000 $ pouvaient être mis sur la table, dans une seule soirée. Et puis il s'est dit que tous ces types devraient payer pour obtenir une protection. Alors on a commencé à voir des vols. Les groupes de 4 ou 5 individus masqués entraient, armés de fusils à canon tronçonnés, et ils battaient les croupiers, tiraient quelques coups de feu, et puis s'enfuyaient. Et bien sûr, 1 ou 2 semaines plus tard, Johnny Papalia venait frapper à la porte en disant « Vous savez, vous avez besoin d'une protection. » La peur est un outil essentiel dans l'arsenal du gangster. Cela lui permet d'obtenir ce qu'il veut sans avoir à faire quoi que ce soit. John aimait intimider les gens. Il leur criait après, il les menaçait, et il était toujours entouré de types qui donnaient l'impression de pouvoir mettre à exécution ce qu'il promettait. Si vous aviez la certitude que John Papalia allait vous casser une jambe parce que vous lui deviez 200 $, vous lui payiez ce 200 $ très rapidement. John a toujours dit que s'il n'avait pas eu la tuberculose quand il était enfant, il n'aurait pas besoin de tous ces hommes de main pour se faire respecter. Mais il avait eu la tuberculose. Étoile montante du mont Interlope de l'Ontario, Papalia attire l'attention du parrain de Buffalo, Stefano Magadino. Surnommé le Croque-Mort, il est l'un des chefs mafieux les plus puissants des États-Unis. L'organisation de Magadino était structurée de telle sorte qu'il en était la tête, un peu comme un PDG dirige une entreprise, avec des groupes qui étaient en quelque sorte des filiales régionales. Il avait des lieutenants qui dirigeaient la région de Rochester, il avait des lieutenants qui dirigeaient les sections de la Pennsylvanie et de l'Ohio. C'étaient les hommes sur qui il comptait pour que sa volonté soit exaucée. Il prenait leurs ordres de lui directement et faisait en sorte qu'ils soient exécutés. Il avait besoin d'un directeur général qui soit un homme à tout faire afin de diriger le réseau qu'il s'apprêtait à mettre en place en Ontario. Johnny Papalia était sans aucun doute l'homme qu'il lui fallait. Il avait les muscles, l'expérience et les contacts nécessaires afin de mener à bien le projet de Magadino. Stefano Magadino se rend donc à Hamilton afin d'intégrer personnellement Papalia à sa famille criminelle. Dans le langage des mafieux, Johnny Pops est désormais un lieutenant, un homme accompli. Il venait enfin de réaliser ce dont il avait toujours rêvé. Depuis sa naissance au sein d'un clan de truands, il avait toujours recherché l'occasion de devenir l'acteur principal. Si l'on considère l'époque de Carmine Galante et de son père comme étant des années de formation, la cérémonie organisée par Magadino peut se comparer à son bal de finissant. Le gamin tuberculeux, le batailleur de rue, est désormais plus haut dans la hiérarchie du mont Interlope que ne l'a jamais été son père, et son ascension ne fait que commencer. À Hamilton, John Papalia dirige son réseau criminel depuis Railway Street. Son père, Tony Poppa, possède une bonne partie de la rue et fait partie de la communauté. Il en est de même pour Johnny Pops. John était extrêmement bon envers la communauté italienne qui résidait sur place. Il s'arrangeait pour que les enfants aient de l'argent et aux adultes qui arrivaient là-bas, il donnait un emploi comme balayeur ou comme laveur de vitres, peu importe. Il était amical et familier avec eux quand il les voyait, et il leur donnait du travail. C'était sa façon à lui d'être bon avec eux. Johnny Papalia avait une double personnalité. Certains le voyaient comme un homme bon et généreux qui veillait sur leurs intérêts. D'autres, au contraire, le considéraient comme un chien intraitable qui s'acharnait sans cesse sur eux. Et ces deux visages de Johnny étaient bel et bien vrais. Marvin, le chauffeur, connaît les deux visages de Johnny Papalia. Mais lequel des deux est dominant? Johnny Papalia était un salopard ignoble et intimidant, une véritable ordure. Ce sont les qualificatifs qui collent à la peau de Papalia en dehors de sa communauté de Railway Street.
Le jeu est une industrie en croissance et Johnny entend bien la faire croître selon ses règles à lui. Il n'avait pas de participation en tant que tel dans les différents clubs, mais certains propriétaires lui donnaient une partie de leurs recettes afin qu'il les laisse travailler en paix et qu'ils soient leurs amis. C'est comme ça que ça fonctionnait. Johnny a des vues sur un club de Cooksville, qui est la plus importante maison de jeu de l'Ontario. Il est dirigé par 3 truands, connus sous le nom des 3 voleurs. Johnny voulait une bonne part des recettes de ce club, alors il les a approchés en leur disant « Je suis Johnny Papalia. Je suis votre nouveau partenaire. » Les 3 voleurs n'étaient pas intéressés à partager. Ils ont donc engagé des hommes de main venus de Détroit afin de remettre Johnny à sa place. Mais les 3 hommes se renseignent au sujet de la réputation de Johnny. Ils sont surpris des excellents contacts qu'il possède au sein de la mafia. Ils ont reculé aussitôt. Ils ont souhaité bonne chance à Johnny dans ses affaires et sont rentrés à Détroit en ne laissant aux 3 voleurs d'autre choix que d'acquiescer aux demandes de Papalia. Sa puissance était impressionnante. Il avait un nombre incroyable de contacts à Montréal, à Buffalo et à New York. Et il avait un appétit sans fin, non pour le pouvoir, mais plutôt pour le contrôle. Lorsque Johnny cherche à prendre le contrôle des activités liées au jeu de Maxi Bluestein à Toronto, il se heurte à un mur. John Papalia voulait réellement mettre la main sur les activités lucratives de Maxi Bluestein à Toronto. Et je suppose qu'en parvenant à ses fins, il passerait pour un héros aux yeux de son patron, Stefano Magadino, le croque-mort de New York. Les activités de Bluestein sont énormes. 200 personnes travaillent pour lui au jeu des nombres, prenant plus de 10 000 $ par jour en pari. La réputation de Maxi disait simplement qu'il pouvait rendre à quelqu'un la vie difficile. Il n'était pas un tricheur, ni rien de ce genre. Il pouvait seulement rendre la vie très difficile. Il était très malin, c'était un homme de terrain très intelligent. Mais il ne connaît pas aussi bien qu'on le croit la réalité du terrain. Un de ses préjugés s'avérera une erreur. Il n'aimait pas les Italiens, surtout John Papalia. Papalia veut seulement une partie des recettes, en échange d'une protection. Pour Johnny Pops, il s'agit là d'une proposition honnête. Bluestein, en revanche, s'est mis à colporter des ragots au sujet de Papalia. Il disait qu'il ne s'écraserait jamais devant ses macaronis. Ils peuvent bien rester à Hamilton. Moi, je mène mes propres affaires. Il était réellement quelqu'un d'indépendant. En 1961, une rencontre a donc été organisée. C'était à la Town Tavern, au centre-ville de Toronto. Johnny Papalia a laissé courir la rumeur selon laquelle cette rencontre serait une question de vie ou de mort pour Maxi Bluestein. Maxi le savait et l'ensemble du monde interlope aussi. Tout le monde voulait être là pour voir ce qui allait se passer quand ces grands personnages allaient enfin s'affronter. Johnny Papalia est entré dans la Town Tavern ce soir-là, accompagné de certains de ses plus proches collaborateurs. Maxi Bluestein est lui aussi arrivé avec un certain nombre d'hommes de main. Ils se sont assis à des tables séparées. Tout le monde dans la taverne observait, et pas seulement les criminels, les serveurs, les barman. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Et tout s'est résumé à un simple verre. Si Maxi prenait le verre, c'est qu'il l'acceptait. S'il ne le prenait pas, c'était qu'il le refusait. Mais Maxi, Johnny et presque tout le monde dans la salle comprenaient la symbolique autour de ce geste. Si Maxi acceptait le verre, cela voulait dire qu'il acceptait que Johnny devienne son partenaire. Mais il n'en avait pas la moindre intention, alors le verre a été refusé net. Johnny Papalia ne pouvait en aucune façon laisser une pareille insulte publique sans réponse. Maxi se faisait une fierté de cette situation. Il venait de tenir tête à Johnny Pops, l'exécuteur, et rien ne s'était produit. Il a même poussé l'arrogance jusqu'à renvoyer ses hommes de main à la maison.
il a vraiment très mal interprété ce qui était en train de se passer. Quand Maxie s'est levé pour partir, il s'est dirigé vers le vestiaire pour récupérer son chapeau et son manteau. C'est à ce moment-là que les hommes de Johnny ont décidé de bouger. Ils se sont tous rués sur le pauvre Maxie Bluestein. Ils lui ont fracassé la mâchoire et les os du visage, et ils lui ont ouvert le front et le cuir chevelu. Cette scène a été décrite comme étant la pire raclée qu'un homme puisse prendre sans être tué. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas tué Bluestein. Ils auraient pu l'emmener dans une ruelle pour l'abattre, mais ce qu'ils voulaient, c'était faire la démonstration publique du pouvoir de John Papalia. En demeurant en vie, Bluestein rendait donc probablement service à Johnny, car il était une preuve vivante de sa nature impitoyable. Cet événement a fait prendre conscience de l'importance croissante du crime organisé à Toronto dont il fallait maintenant freiner les ardeurs. Ce règlement de compte défraie la manchette des journaux de Toronto. John Papalia a mis la mafia sous les projecteurs et la police est en état d'alerte. Je n'étais pas convaincu de l'existence d'une mafia au Canada jusqu'à ce que j'obtienne la preuve de lien entre des individus suspectés d'appartenir à la mafia et d'autres personnes qui étaient des mafieux notoires. Après un certain temps, il est apparu que John Papalia était l'homme qui se trouvait derrière toutes ces activités. La présence de la mafia n'était donc plus seulement une rumeur. Il y avait désormais une cible. John Papalia choisit de se livrer à la police. Une condamnation à la prison en Ontario pourrait lui éviter de comparaître aux États-Unis pour des accusations autrement plus graves que celles relatives au jeu. L'exécuteur fait en effet partie du réseau de distribution de drogue connu sous le nom de French Connection, et il est recherché aux États-Unis. Lorsque John Papalia est nommé officier au sein de la famille de Stefano Magadino, il se voit imposer certaines obligations. L'une d'entre elles consiste à aider à diriger un énorme réseau de distribution de drogue s'étendant de Marseille aux États-Unis, qui se fait connaître sous le nom de French Connection. Johnny Papalia s'est retrouvé dans une excellente position lorsque le réseau de la French Connection a commencé à se former. Il avait des amis et des contacts en Sicile qui pouvaient lui fournir la drogue. Il avait aussi de bons contacts à New York pour écouler la marchandise. À un bout de la chaîne, il avait les fournisseurs dans sa poche et à l'autre bout, c'étaient les distributeurs. Il a donc mis les deux bouts de la chaîne ensemble. Johnny a aussi un partenaire. Il s'associe à Alberto Aguecci, un Sicilien fraîchement débarqué qui se spécialise dans la contrebande d'héroïne. C'est Aguecci qui fait le travail sur le terrain. Il rencontre ses clients dans certains ports d'escale disséminés sur l'ensemble du littoral est. Un porte-document est laissé derrière par le client. Aguecci le récupère tranquillement, puis disparaît dans la ville. Le plan des deux hommes implique également des immigrants et des touristes peu suspicieux. Ils acceptent de transporter une petite valise supplémentaire sans savoir qu'ils travaillent ainsi pour la French Connection. Ces immigrants ne se doutaient absolument pas qu'à l'intérieur de ces valises se trouvaient de 5 à 16 kilos d'héroïne destinée au réseau de Johnny Papalia. Le profit réalisé par Johnny est astronomique, mais il doit en reverser une part importante à Stefano Magadino en guise de tribut. Bien qu'il fasse déjà partie de la plus importante opération de contrebande de drogue de l'histoire, Johnny Papalia et son partenaire Alberto Aguecci veulent continuer à accroître leurs activités. Ils mettaient leurs bénéfices en commun afin de pouvoir acheter une cargaison de 300 kilos qui leur aurait permis de casser les prix et de ruiner leurs concurrents. Une telle opération leur aurait permis de devenir de véritables barons internationaux de la drogue. La transaction de 300 kilos n'est qu'à quelques semaines de se conclure, mais déjà le FBI est sur les traces de la French Connection.
Papalia n'était peut-être pas connu dans le monde de la drogue, mais les hommes à qui il vendait sa marchandise, eux, l'étaient. Par exemple, Joe Valachi achetait son héroïne auprès des hommes de Johnny. Et Valachi lui-même avait déjà beaucoup attiré l'attention des autorités à la suite de précédentes arrestations. Il ne faudrait pas longtemps à des policiers d'expérience pour remonter la filière de revendeur en revendeur et pour se rendre compte que le réseau était en fait dirigé par deux Canadiens, Johnny Papalia et Alberto Aguechi. La French Connection est finalement démantelée. Ses membres sont arrêtés lors d'un gigantesque coup de filet. Stefano Magadino est livide. Le patron de Buffalo n'a jamais fait de prison et il refuse d'être impliqué dans ce désastre. Johnny doit faire tout ce qu'il peut afin de se protéger et de protéger son patron. C'est la raison pour laquelle, après l'affaire Bluestein, il fait prévenir la police de Toronto qu'il se promènera en ville un soir et qu'il se laissera arrêter. Il préfère aller en prison au Canada pour ce délit mineur plutôt que faire face à des accusations pour contrebande d'héroïne aux États-Unis. Mais tous les acteurs de la French Connection ne sont pas aussi malins. Alberto Aguechi a été arrêté à New York, puis libéré contre une caution de 150 000 $. Il croyait que Magadino s'occuperait de sa famille et fournirait l'argent de la caution s'il lui arrivait quelque chose. Or, Magadino a refusé de lui venir en aide. Aguechi a donc fait des remarques et des commentaires qui sont parvenus aux oreilles de Magadino, qui les a interprétés comme une menace de dénonciation dans cette affaire de contrebande de drogue. Alberto Aguechi était un très bon ami de Roy, mon frère adoptif. Roy m'a toujours dit qu'ils avaient commis une erreur, mais je n'en sais rien. Et une rumeur a circulé selon laquelle Alberto avait conclu une entente avec la police et qu'il était passé à table. Il est allé chez Roy et il lui a dit « Roy, ils veulent me tuer. Ils pensent que j'ai parlé, mais ce n'est pas vrai. Peux-tu me rendre service et faire savoir que ce n'est pas vrai ?» Roy lui a dit qu'il ne pouvait pas faire ça, parce qu'alors les autres seraient en droit de penser que lui aussi était dans la combine. Alberto lui a alors demandé « Si je te laisse de l'argent et qu'il m'arrive quelque chose, pourrais-tu t'assurer que cet argent arrive jusqu'à ma femme ?» Et Roy lui a répondu qu'il pourrait lui rendre ce service. Le patron de Buffalo ne veut pas prendre le moindre risque d'implication dans l'affaire désormais empoisonnée de la French Connection. Magadino est décidé à faire un exemple. Les ordres de Stefano Magadino au sujet d'Alberto Aguechi étaient très explicites. Il fallait lui brûler le visage et les mains jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, même si pour cela il fallait utiliser un chalumeau. La plupart de ces sévices lui ont été infligés alors qu'il était encore en vie. Johnny Pops croupit au fond d'une prison de l'Ontario au moment où meurt son partenaire. Mais il n'est pas à l'abri de la justice américaine pour longtemps. Des manœuvres exceptionnelles se mettent en place aux États-Unis. Le secrétaire à la justice, Robert Kennedy, dirige une attaque en règle contre la mafia et l'ensemble de la French Connection. John Papalia marque l'histoire de la justice lorsque sa condamnation dans l'affaire Bluestein est commuée et qu'il est extradé vers les États-Unis. Beaucoup de choses se sont passées aux États-Unis pendant que Johnny était en prison. Joe Valachi, celui qui achetait autrefois de l'héroïne, a décidé de collaborer avec les autorités. Il a témoigné devant une commission sénatoriale américaine et a décrit le fonctionnement de la mafia des États-Unis. In other words, while you were repeating the words, you were burning the paper. Right. This is the way I burn if I expose this organization. Well, then what happened? He went on to explain that you live by the gun and by the knife, and you die by the gun and by the knife. Did you have a full understanding of what that meant at the time? Yes, I did. It meant that you was what? He's a member of another family, though. The Buffalo family? That's Buffalo and Canada's all one. All another family, though.
and count. Any questions? Le témoignage de Valachi fait des dégâts, mais il ne peut impliquer Stefano Magaddino. Un seul homme en a le pouvoir. Johnny faisait face à une peine de prison importante pour le rôle qu'il avait joué dans le réseau de la French Connection. Mais il aurait pu éviter facilement la prison en dénonçant Stefano Magaddino. À ce stade de l'enquête, rien n'aurait fait davantage plaisir aux autorités des États-Unis que de pouvoir arrêter le parrain de la mafia de Buffalo. Mais le fils de Tony Papaglia a juré de respecter la loi du silence. Il est donc condamné à la place de son patron. Tandis que Johnny languit au fond d'une prison américaine, une tragédie frappe Railway Street. Son père est mort pendant qu'il était en prison. Je suppose que ça a dû être très dur pour Johnny, non seulement à cause de l'immense respect qu'il avait pour son père, mais aussi parce qu'il n'a pas pu se rendre à l'enterrement. Johnny vit une incarcération difficile. La prison affaiblit terriblement ses poumons. Il est tellement malade qu'il est libéré pour des raisons de compassion après seulement 6 ans. Le premier geste qu'il pose à sa sortie, c'est d'aller se recueillir sur la tombe de Tony Pops. John Papaglia ne fera plus jamais de contrebande de drogue. Il va rebâtir son empire et retourner à des méthodes criminelles plus classiques. Johnny a prouvé sa fidélité envers Stefano Magaddino. Le patron de Buffalo le récompense en lui offrant une Cadillac flambant neuve et en le nommant enfin parrain de l'Ontario. La carrière de Johnny Pops est désormais relancée. Johnny avait beaucoup progressé depuis l'époque où, enfant malade, il s'amusait sur Railway Street. Mais curieusement, il n'a jamais abandonné ce petit bout de rue de Hamilton. Il contrôlait une bonne partie des activités interlopes de Toronto, il dirigeait Hamilton d'une poigne de fer et il aurait pu vivre n'importe où. Et pourtant, Railway Street est resté le centre de son empire. Mais les policiers surveillent Railway Street de près. Ils enregistrent chacun des mouvements de Johnny, cachant des micros dans sa maison et dans sa voiture, et le suivant comme son ombre. À l'époque, il était quelqu'un avec qui il fallait compter. Toutes les forces de police luttaient contre John Papaglia, que ce soit la GRC, la police de l'Ontario, celle de Toronto, ou encore les corps policiers régionaux, parce qu'il cherchait sérieusement à étendre son empire. En 1974, l'ère de Stefano Magaddino prend fin. Le patron américain de Johnny s'éteint paisiblement dans son lit, entouré de sa famille. Il n'y avait plus de parrain à qui il fallait rendre des comptes, et aucun membre de la famille Magaddino n'avait suffisamment d'ascendant et d'autorité pour remplacer le grand patron. La famille s'est donc éclatée, et les anciens lieutenants ont commencé à mener leurs propres affaires. Mais ils n'avaient pas le sens de l'organisation que possédait Magaddino. Alors leurs organisations se sont écroulées. L'organisation de Johnny, elle, ne s'écroule pas. Mais il ne touche plus à la drogue, une industrie pourtant croissante dans les années 70 et 80. Il s'intéresse plutôt aux activités criminelles plus classiques, le jeu et l'extorsion de fonds. Une occasion intéressante se présente à lui au centre-ville de Toronto. Mais l'escroquerie contre Stanley Bader sera pour lui un faux pas. Stanley Bader était un courtier de Toronto qui avait escroqué certaines personnes à Montréal. John l'a appris et il est allé voir Bader en lui disant « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu joues avec la famille Cotroni du crime organisé de Montréal. Tu risques d'avoir de gros ennuis. » Johnny ment à Bader.
Le patron du monde criminel montréalais, Vic Cotroni, ne fait pas partie des gens qu'il a escroqués, mais Johnny lui affirme le contraire et le prévient que Cotroni n'apprécie pas la plaisanterie. La vie de Stanley Bader est tout de suite apparue menacée. Mais bien sûr, Johnny Papalia a aussitôt offert ses services afin de tout arranger. Il prétendait qu'il pourrait calmer la tension à Montréal. Bien entendu, cela coûterait 300 000 $ à Bader. Vic Cotroni apprend que Papalia a osé se servir de son nom pour monter une arnaque. Johnny est aussitôt convoqué à Montréal pour un entretien. Cotroni et son bras droit, Paolo Violi, demandent une partie du magot. Ils menacent même de tuer Johnny. Et la police enregistre toute la conversation. On l'a enregistré en pleine discussion à propos d'un projet d'extorsion avec Vic Cotroni et Paolo Violi. Pour la police, c'était une preuve incroyable de la culpabilité de 3 des mafiosi les plus influents et les plus puissants du Canada sur la même affaire d'escroquerie. Johnny a une nouvelle fois placé la mafia sous les projecteurs. La folie médiatique entourant cette affaire le fait paniquer. Il devient agressif envers les journalistes. Je me rappelle de John Papalia et de son sale caractère. Quand il a aperçu un photographe qui tentait de le prendre en photo, il s'est précipité vers lui en agitant les bras pour lui arracher son appareil. Mais ça a donné une bonne photo. Chaque fois que Johnny comparaissait devant un tribunal, 2 sujets principaux retenaient l'attention des articles publiés. Sa comparution proprement dite et le fait qu'il agressait des journalistes le jour même. Il criait après les journalistes, les insultait et leur crachait dessus. Ça lui faisait beaucoup de publicité dans les journaux. Les mafiosi des États-Unis lui en voulaient beaucoup parce que ça attirait l'attention pour rien. Ils lui ont fait savoir que s'il recommençait une nouvelle fois, il aurait des ennuis sérieux, des problèmes d'ordre physique. Ils lui sont tombés dessus très durement. Stanley Bader fait preuve d'audace en témoignant contre Papalia. Johnny est reconnu coupable d'extorsion. Il est âgé de 53 ans, sa santé est fragile et il fait face à 6 années supplémentaires de prison. John était impitoyable et ne pardonnait pas. Il n'a pas pardonné. Les mafiosi apprennent l'omerta. Ils apprennent le respect. Ils apprennent aussi la vengeance. Stanley Bader apprendra tout cela lui aussi. Il a pris sa revanche dans cette histoire. Cotroni et Violi n'ont jamais été condamnés, mais celui dont le témoignage a mené à la condamnation de Johnny a par la suite été assassiné en Floride. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'être un génie pour comprendre qui était derrière tout ça. Le dossier de l'escroquerie contre Bader est désormais clos. Papalia purge sa peine, puis il se remet au travail. Au moment où il est libéré après l'affaire Bader, John Papalia a passé près du tiers de sa vie adulte en prison. Si Johnny Papalia n'avait pas paru ébranlé par ses précédents séjours derrière les barreaux, il était vraiment replié sur lui-même lorsqu'il est sorti de prison à la suite de cette tentative d'extorsion. Il se réfugie sur Railway Street. Il dirige toujours les trafics qui sont l'apanage des mafieux de l'ancienne génération, le jeu, le prêt à usure et l'extorsion. Puis un jour, la police suit sa trace jusqu'à un lac paisible du nord de l'Ontario. Les policiers s'attendaient à une rencontre entre les dirigeants de la mafia. Mais au lieu de cela, ils n'ont trouvé que Johnny et une canne à pêche. Et chaque jour, Johnny jetait sa ligne à l'eau et pêchait tranquillement. Nous ne saurons jamais ce qui se passait vraiment dans la tête de Johnny, mais les signes d'une remise en question de sa vie étaient évidents.
Comment peut-on refaire sa vie lorsque l'on fait partie du crime organisé? Cet homme qui a pris l'habitude d'agresser les photographes de presse accepte enfin de parler à un journaliste. Il se questionne sur le sens de sa vie. À ma grande surprise, la porte s'est ouverte et John Papalia était en face de moi. Il m'a tendu une chaise en me disant de m'asseoir. Il s'est assis lui aussi sur une chaise dans le couloir et puis il m'a demandé de quoi je voulais lui parler. Au milieu de l'entrevue, je lui ai dit « Tu ne trouves pas ça curieux que tu me connaisses depuis des années à cause de ce que j'ai écrit sur toi et que moi je te connaisse depuis des années par rapport à tout ce que j'ai entendu sur toi et que nous soyons là, assis tous les deux dans cette situation étrange. » Et puis je lui ai demandé s'il aurait souhaité que sa vie prenne une autre direction. Il m'a littéralement cloué le bec en me disant qu'il aurait aimé finir son secondaire. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « Regarde-moi bien. Nous sommes ici parce que mon père était trafiquant d'alcool. J'ai grandi à Hamilton dans les années 30 au sein d'une famille italienne et je n'ai pas fini le secondaire. Qu'est-ce que je pouvais faire de ma vie? J'étais obligé de me lancer dans le crime, comme tu appelles ça. » Il disait la vérité lorsqu'il racontait que, jusqu'à un certain point, il avait mené une vie intéressante, mais qu'elle n'aurait pas pu se dérouler autrement. Au cours des années 1990, Johnny Pops paraît plus vieux que son âge et de plus en plus isolé. Il prend ses distances avec le nouveau visage de la mafia. La peur et la méfiance grandissent au fil des jours. Je pense que c'est lui qui a inventé le style de conversation en marchant. Plutôt que de s'asseoir derrière un bureau pour parler à quelqu'un, il préférait aller faire une promenade. Et je me rappelle qu'une fois, nous avions placé des micros dans les parcomètres pour essayer d'enregistrer une conversation alors que lui et son interlocuteur marchaient d'un parcomètre à l'autre. Où qu'il aille, il ne savait pas s'il était filmé, enregistré ou si on essayait de le renvoyer en prison. Et il a fait la preuve que la prison devenait de plus en plus difficile en vieillissant. Alors quoi faire? Ce n'était pas une vie normale. John Papalia devient de plus en plus malcommode et son emprise sur son empire s'atténue. Il ne voulait pas toucher à la drogue parce qu'il savait qu'une autre condamnation l'enverrait en prison pour le reste de sa vie. Il ne voulait pas traiter avec les motards, que beaucoup voyaient comme l'avenir du crime organisé. Il gênait de toute évidence de nombreux mafieux ambitieux et plus jeunes que lui. Cela déplaisait à beaucoup de jeunes qui voulaient faire bouger les choses et qui voyaient en Johnny un représentant des anciennes méthodes. Vers la fin de sa vie, il a même reçu le surnom de « vieux bâtard ». Le plus gros problème de Papalia, comme c'est le cas pour tout le monde, c'était le temps. Certaines personnes s'adoucissent en approchant de la fin de leur vie, et d'autres pas. John est devenu un dinosaure parce qu'il n'a pas réussi à s'adapter aux nouvelles formes de crime organisé. Il était isolé et devenait paranoïaque. Je crois qu'il savait que le monde était en train de changer. Mais il se retrouvait seul, un vieil homme qui barre la route aux autres. Et cela signifiait sa fin. Le dernier jour du mois de mai 1997 a été aussi le dernier de John Papalia. Un jeune voyou qu'il connaissait bien est venu frapper à sa porte sur Railway Street. Les deux hommes ont discuté en marchant comme Johnny l'avait fait si souvent auparavant. Il ne se doutait pas de ce qui l'attendait et il n'avait certainement pas peur. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il est mort sur le terrain de stationnement de la propriété où il était né, sur Railway Street.
Ainsi a pris fin la vie de Johnny Papalia, l'exécuteur.